Vous avez écrit que votre travail avait principalement trois domaines: l'interprétation tragique de l'homme et de ses rapports avec l'État, à travers la tragédie, et aussi la mort de Socrate, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, le problème du langage, les possibilités et les contraintes de la traduction, les mystères de la compréhension imparfaite, dont on n'a pas non plus beaucoup parlé encore, les interactions des œuvres philosophiques, scientifiques et artistiques avec les barbaries totalitaires, nous venons de le dire. Et à chaque fois, vous êtes tombé sur la relation entre la culture allemande et le nazisme. Hitler parlait aussi bien l'allemand ou presque que Goethe et Kant. Et chaque fois, vous êtes tombé sur Martin Heidegger, massivement présent au milieu de tout cela. Il y a cette anecdote terrible de 1933 où Jaspers dit à Heidegger: mais enfin, comment un homme aussi fruste que Hitler peut-il gouverner l'Allemagne? Et Heidegger lui répond: la culture n'a pas d'importance, regardez ces merveilleuses mains. Donc en fait, un homme comme Hitler, qui nous paraît aujourd'hui monstrueux et parfois même un peu ridicule, a pu séduire quelqu'un comme Heidegger. Comment cela est-il possible? Est-ce qu'on peut aller un peu en arrière? On commence toujours par les Grecs, c'est inévitable, nous sommes leurs arrière-petits-enfants. 3 fois et presque au prix de sa vie, Platon va en Sicile, chez un des pires tyrans, Dionysos de Sicile, parce qu'il voulait être conseiller en chef, il voulait être l'homme de confiance, il voulait être l'inspiration intellectuelle des lois du despotisme en Sicile. On le prévient, on va te tuer, on va t'assassiner, il s'enfuit, il revient par 3 fois. Et d'ailleurs, lorsque il cesse d'être recteur, Heidegger se promène dans la rue de Fribourg et on lui lance à la figure: ah, revenu de Sicile. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il y a eu depuis des millénaires un flirt, et plus qu'un flirt, entre la pensée souvent la plus pure, la plus abstraite, la plus antimondaine et la tentation du pouvoir. Passer sa vie parmi les livres, passer sa vie dans la soi-disant tour d'ivoire, dans l'enceinte de ce monde hautement artificiel et privilégié et presque irréel qu'est l'université, peut laisser une soif dangereuse. Je voudrais savoir ce qui se passe dans l'action réelle, dans la violence, dans la domination politique, dynastique réelle. Il y a dans l'intellectuel, souvent dangereusement, la tentation de la cruauté, la tentation, cette pièce formidable de Ionesco, la leçon, à la fin le professeur assassine les élèves. Et c'est une allégorie infiniment comique, mais aussi très sérieuse. C'est heureusement pour la plupart du temps une métaphore. C'est pour la plupart du temps une métaphore. À travers l'histoire, nous trouvons près des cours des princes des très grands penseurs. Le cas Heidegger vraiment domine par certains côtés la pensée de notre siècle. Songez que l'existentialisme, le déridisme, la déconstruction, le postmodernisme sont des grandes notes liminaires à Heidegger. Que L'être et le néant de Sartre est d'une magnifique note liminaire à L'être et le temps de Heidegger. Il domine notre pensée. Vient d'être publiée une encyclopédie en 10 volumes de la philosophie mondiale, faite par des érudits du monde entier, qui vient de paraître en Angleterre. Et, j'exagère bien sûr, mais il y a très peu de pages où le nom de Heidegger ne paraît pas dans les 10 volumes. Le cas de Heidegger a été admirablement résumé par une note anonyme, pas très connue, dans les dossiers de la Gestapo de 1933. Il devient recteur, il porte la croix gammée, et la Gestapo décide de vous y voir d'un peu plus près. Et la note est la suivante: Martin Heidegger est un private nazi, un nazi à titre privé, il est totalement inutilisable. Heureusement encore. C'est une analyse très, très perspicace. Dans toute l'œuvre, vous ne trouverez pas une syllabe raciste, biologique. Il s'en fichait de la biologie, il n'y comprenait rien, et ça lui semblait d'aucun intérêt. Entre ses doctorants, quasiment tous étaient juifs et illustrissimes. Marcuse, Karl Löwit, Hannah Arendt, et la liste continue et continue.
C'est un privat nazi avant le nazisme. J'ai un sens d'horreur quand je vois cet homme que même s'il n'y avait pas eu le nazisme, il aurait trouvé moyen de le suggérer, de l'inventer dans un certain sens. Par sa passion pour l'enracinement dans le sol agraire, par son sens de l'inhumain, c'est-à-dire que l'homme est en transit sur cette terre, que l'homme est un phénomène probablement passager, que l'être, ce qu'il appelle l'être, peut-être le langage est plus ancien, beaucoup plus important que l'homme est tout simplement le médium de certaines autres vérités et d'autres forces. Ce qui condamne Heidegger, c'est l'humanisme. Le grec met le alpha, trait d'union, humanisme. Ça ne veut pas dire humanisme, ça veut dire absence. Absence d'humanisme. Absence, le vide, le degré zéro de la présence de l'homme dans Heidegger. Le rôle de Heidegger dans la période nazie, il n'a pas renvoyé sa carte, il n'a plus jamais joué un rôle actif. Il a été recteur et membre actif du mouvement 9 mois et 11 jours. Tout au début, le monde était plein de pro-hitlériens aussi en Amérique, en Angleterre, en France, fascinés par ce... Et on ne savait pas encore à quoi ça menait. Oui, on aurait dû le savoir. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et pour moi, est infiniment plus grave son silence après 45. Parce qu'il a continué à se taire. Il s'est tait. Il n'a ni fait un mea culpa, ni une apologie, ce qui aurait été beaucoup plus digne, mais au moins il n'a pas triché. Il n'a pas cherché à truquer les textes. En 53, dans cette œuvre maîtresse, qu'est-ce que c'est que la métaphysique et qu'est-ce que c'est que penser, il réimprime la phrase de l'époque avant la guerre qui parlait de l'idéal national-socialiste qui n'est pas réalisé. Il y avait pour lui encore à cette époque-là, dans le national-socialisme, un idéal qui n'a jamais été réalisé. Il est un peu comme nous avons été dans un épisode précédent avec l'ère du marxisme. Il a cru qu'il y avait quelque chose. Cela paraît difficile à comprendre dans notre culture d'aujourd'hui, et je dois vous avouer tout de même que l'antisémitisme latent qu'il y avait quand même en lui, quand il disait, oui mais enfin, à Jaspers avant la guerre, il disait, mais l'internationalisme juif, ça existe, c'est un danger réel. Ce sont des choses de ce genre-là qu'il a quand même dit. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on dit de plus grave et de loin. J'essaie à me faire une idée. Il y a là deux approches possibles. J'ai eu en Chine des élèves qui avaient été estropiés par les tortures des gardes rouges, dont l'échine avait été cassée, qui se promenaient inclinés en avant. Et ils m'ont dit, mais sans rancune, avec ce calme chinois millénaire, oui, on a fait passer à M. Sartre des lettres, disons au Voltaire de notre siècle, dites un mot, protestez, aidez-nous. Il y avait parmi eux, je crois, même ceux qui avaient été de ses élèves à Paris, je ne sais pas. C'est possible. Et c'est M. Sartre qui avait déclaré que toutes les nouvelles qu'on nous donnait sur les sévices des gardes rouges, c'était des inventions de la CIA américaine. Ah oui, mais ça a été terrible, ça. La défense des camps par Sartre, des prisons cubaines. Je crois que un jour, et vraiment je risque de fâcher énormément des amis, des collègues, des élèves, des écrivains, des penseurs à Paris qui me sont infiniment importants. Je crois que la conduite de Sartre est une abomination et est activement beaucoup pire que celle de Heidegger. Ce n'est pas une défense, c'est essayer de se mettre dans le contexte. Il y a eu ce fameux manifeste des intellectuels de 73, dont je ne sais pas si Sartre l'avait signé du reste, qui disait la terrifiante expérience du stalinisme, les transformations d'intellectuels révolutionnaires en apologistes du crime et du mensonge, montrent jusqu'où peuvent conduire les identifications utopiques et l'attrait du pouvoir, ces tentations caractéristiques de l'intellectuel contemporain. Mais c'est le même Sartre, vous le savez, qui défend le stalinisme, mais à outrance, qui au moment du procès David Rousset essaie de nier les camps en Russie, quand tout le monde le savait, qu'il voulait savoir. Peut-être c'est Gadamer, un penseur très éminent, un herméneute de première force, un philosophe, un littéraire qui a trouvé la bonne formule.
j'assistais au centenaire de Heidegger à Marbourg, et ça a très mal tourné. Très mal. On commençait à s'insulter les uns les autres, mais comme du poisson pourri. Particulièrement un grand professeur allemand, je ne le nomme pas, qui défend activement encore le passé nazi, en disant toujours c'était la seule réaction possible au bolchevisme. Passons. Alors, on allait se prendre en main. Et Gadamer se lève, et il est énorme physiquement. Il a des mains qui vont d'un bout de cette table à l'autre. Et il me soulève, comme ça, comme un fantoche, un petit. Il me dit, mon ami, Steiner, pourquoi compliquez-vous tellement les choses? C'est si simple. Martin Heidegger, le plus grand des penseurs, le plus mesquin des hommes. Peut-être c'est ça. C'est Peut-être, au fond, oui. c'est ça. Il y a d'autres artistes, je dis volontiers artistes, puisque vous savez qu'Heidegger confondait le poète et le philosophe, il y a d'autres artistes dont on peut dire la même chose. Mais vanité. Mais ce qui me fascine, moi, c'est que vous êtes un judaïste actif, on parlera de votre judaïsme dans un autre entretien, et Hannah Arendt, bien sûr, qui était la maîtresse juive de Heidegger, qu'il n'avait pas vu pendant 30 ans, qui est revenu le voir après la guerre, et qu'il reprend, et qu'il a aidé, et qu'il a soutenu. À outrance. Ça reste pour moi une chose extraordinaire. On va pas rester plus longtemps sur ce point, parce que, je voudrais pas le faire, je voudrais qu'on parle un peu quand même de la pensée d'Heidegger, parce que vous avez écrit un livre, vous avez écrit une introduction à Heidegger, qui est, à mon avis, la chose la plus claire, la plus nette, et qui est un compliment immense que vous lui adressez. Alors pourquoi est-ce que vous pensez qu'Heidegger a une pensée qui dépasse toutes les autres dans notre siècle? Je crois que soient ses limites. D'abord que la phrase, pour dire les choses banalement, que la phrase Platon, Aristote, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Heidegger soit une phrase qui puisse se dire raisonnablement, qu'il est de cette classe, qu'il est de cette taille. Je le crois, je puis me tromper profondément d'une intuition. C'est un homme qui a créé un nouveau langage, comme les plus grands poètes, comme Paul Celan. Il n'y aurait pas de Celan sans Heidegger. Paul Celan écrit un poème, Heidegger ich gehe. Je vais dans les pas de Heidegger. Heidegger ich gehe. Je rappelle pour les gens qui ne le savent pas que Paul Celan est un poète juif qui a connu les camps d'extermination. C'est la voix d'Auschwitz. Donc c'est un hommage extraordinaire. C'est un penseur qui dit, devant certains problèmes, le langage philosophique académique traditionnel, ça ne marche plus du tout. Nous recommençons à zéro. Nous recommençons tout au début, et qui suggère qu'il y avait un moment dans l'histoire de l'Occident, parmi les pré-socratiques, les philosophes grecs avant Socrate, Héraclite, Anaxagore, Anaximandre, Pythagore, où il y avait encore un contact entre l'esprit humain et les sources de l'être, de notre présence dans ce monde, d'une immédiateté que nous avons perdue. Pourquoi est-ce que ça m'aide tellement? Car quand je lis le livre de Job, quand je lis Ézéchiel, quand je lis Jérémie, quand je lis les psaumes, avant tout, je les lis tout le temps, quand je lis certains textes dans les évangiles, je me pose la question, est-ce que ça a été écrit par quelqu'un comme vous et moi, par un homme ou une femme ou un homme qui rentre à déjeuner et qui dit « ça a assez bien marché ce matin, je dois reprendre une page ou l'autre ». Et alors, ça me donne le vertige, je perds totalement le nord. Je me dis, ça ne marche pas cette histoire. D'autre part, je ne suis pas fondamentaliste et je ne peux pas accepter que le Seigneur Dieu ait pris la plume et écrit le livre de Job. Dicté le livre de Job. Quoi que ce soit, une hypothèse tenable. Bon. Alors c'est Heidegger qui me dit, non mon petit, il y avait une époque où l'homme entendait les origines du mot, du langage. C'est peut-être une métaphore, elle est pour moi très très puissante et elle résout infiniment le problème. Deuxièmement, lorsqu'il reprend la question de Leibniz, qui est « pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rien ?» Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rien? Et consacre une vie, et 80 volumes sera l'œuvre complète, à cette seule question. C'est de ça qu'il s'agit chez Heidegger. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Et pas l'homme, attention, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Et qui dit l'homme c'est tout petit, l'homme c'est contingent, c'est l'accident, on vient d'en parler. À nouveau, ça me semble poser la question des questions. Lorsqu'il dit que toute tentative, et là commence Derrida, de garantir le sens du sens, de donner un ancrage à la proposition est une métaphysique et une théologie cachée,
c'est-à-dire que toujours on parie secrètement sur la réassurance finale du sens par une autorité transcendante, et que puisqu'il ne l'accepte pas, et qu'il faut penser cet outil infiniment fragile qu'est le langage en termes de ne pas avoir de garantie d'ancrage fondamental, alors il pose à nouveau, il me force d'aller à l'eau très très froide, de l'incertitude fondamentale sur la possibilité de la communication humaine. Lorsqu'il essaye, et Derrida, superbement, la polémique de Derrida contre, mais elle doit tout à Heidegger, lorsqu'il me dit, les vieilles chaussures déchirées dans le tableau de Van Gogh, les fameuses chaussures, qu'est-ce qu'elles sont, ces chaussures? Ne me répliquez pas la chimie des teintes de la peinture sur une toile à tant et tant de radiohertz. Ça aurait été la réponse de Magritte. Ce ne sont pas des chaussures. Il a dit, je vais chez le paysan qui porte ces chaussures. Un développement superbe, chez Heidegger. Je lui dis, expliquez-moi. Il dit, mais je peux vous expliquer en marchant. Il a dit, c'est une explication très intéressante et importante. Et pourquoi la philosophie ne va-t-elle pas chez ceux qui marchent dans les chaussures? Déjà une très bonne réponse. Deuxièmement, je peux aller chez le cordonnier. Très important. Ça, c'est Aristote tout pur. Combien de cuir? Comment est-ce que tu as ficelé ça? Les clous? Explique-moi, c'est quoi la chaussure? Je ne peux pas me l'expliquer non plus. Et les chaussures de Van Gogh dépassent infiniment toute explication rationnelle. On ne peut pas dire dans la belle langue française que peut faire l'allemand, la chaussurité de la chaussure, ça ne se dit pas. Non. Das Schuhsein des Schuhs, l'essence, ça ne rend pas du tout le concret matériel chez Heidegger. Van Gogh le soulier dans le soulier, peut-être. Nous donne le soulier dans le soulier. Le soulier de Van Gogh est plus réel que tout soulier et détermine la possibilité du soulier même. Et ça m'explique l'emprise de l'art sur l'imagination comme aucune autre esthétique. Derrida brillamment démontre que Heidegger n'avait pas remarqué que dans cette paire de vieilles chaussures, ce sont deux chaussures pour le même pied. Deux chaussures. C'est brillant, c'est le jeu d'un élève surdoué, c'est le traquenard, c'est le canard suprême, ça ne me touche pas Ça ne va pas à la très loin. force de la conviction de Heidegger. Oui, pour moi aussi, les chaises de Van Gogh sont plus chaises que la chaise sur laquelle je suis assis. Voilà. Et lui, au moins, une tentative d'explication. Alors, à tant d'horizons, je me heurte à ce monstre. Alors moi, je suis aussi malheureusement sensible, et notamment à travers vous, à cette pensée d'Heidegger. Je dirais la chose plus simplement. Ce que je trouve beau chez Heidegger, c'est que, d'abord, cette idée que toute philosophie commence dans l'émerveillement, et que l'être humain doit avoir une sorte d'attention, une sorte d'écoute à l'égard du monde dans lequel il est, il me semble, et non pas vouloir à tout prix le transformer, à le dominer, mais au contraire être modeste, se rendre compte que le mystère de l'univers le dépasse de toute manière, que nous sommes des hôtes sur cette terre et que nous devons la respecter. Et il me semble qu'en ce sens, il ouvre bien vers l'avenir. Et permettez-moi encore une remarque. Heidegger avait prédit au début des années 20, la crise écologique. Il a dit l'homme est en train d'oublier que l'eau coule en y mettant des barrages hydroélectriques. Il a prévu toute la crise de la planète. Et c'est Heidegger qui, tout au début, nous dit grand Dieu, mais il ne dit pas grand Dieu, bien sûr. Il dit grand quelque chose, commencez à penser votre mort. C'est la seule chose qui vous est authentique. Personne d'autre ne peut mourir pour vous. Et que dans un monde du marché, supermarché, mass média, du dénivellement de l'expérience humaine, du savon hygiénique qu'on passe sur tout, la mort reste l'expérience essentielle du moi. C'est là où le moi nu se retrouve. Il est pascalien au possible. Tout à fait, il ne le nie pas. Vrai. Il est augustinien au possible. Essaye dans ta vie d'avoir sur toi-même assez d'emprise pour que ta mort ait un sens. Et
Ça, je trouve que c'est vraiment une leçon que nous avons tous à apprendre. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y avait effectivement ressenti déjà qu'au fond, dans toute notre manière de penser, ça c'est une chose qui est très profonde par rapport à des choses que nous avons déjà beaucoup parlé dans ces entretiens. Au fond, il y a depuis Platon une espèce d'oubli de l'être qui fait que elle explique quelque part cette barbarie récurrente de l'homme moderne, cette espèce de manière qui fait qu'on est en quelque sorte condamné à apporter le mal avec le bien dans tout ce que nous faisons. Nous avons parlé de ça antérieurement. Une autre idée que je trouve très forte et qui me semble aller dans le sens de votre œuvre, c'est l'idée que le poète et le penseur, c'est quelque part la même chose. Pour le grec ancien, la pensée philosophique, vous le savez, est écrite en forme de poème. Le grec archaïque ne distingue pas entre poète, chantre et métaphysicien. On chante la pensée. Heidegger prend la pensée chez Hölderlin, chez Celan, chez Tracle et chez Sophocle comme étant les textes éminents de toute philosophie. Son analyse du cœur dans l'Antigone de Sophocle, Polla Tadena, il y a sur cette terre tant de choses étranges, unheimlich, l'homme, le plus de tout, l'analyse qu'il fait dépasse tout le reste de ce que nous avons en termes de philologie classique et de la voix de Sophocle qui se réveille dans cette analyse. Alors, je crois qu'il a absolument raison. Tout mon travail se pose à la frontière qui n'est pas une frontière entre une philosophie systématique et l'intuition de l'imaginaire dans la poétique. Et cet homme est un écrivain ahurissant de puissance. On devient un peu fou en lisant trop de Heidegger. On commence à faire du Heidegger, mais il a créé, plume à la main, une œuvre, je crois, les siècles à venir vont essayer de la comprendre et de la lire. Vous l'avez déjà cité, Paul Celan qui est venu le retrouver dans une non-rencontre tragique, dans un grand dialogue de sourds, cette langue au nord de l'avenir. Je dirais cette pensée au nord de l'avenir. J'aurais infiniment préféré qu'elle soit au midi, si vous voulez, qu'elle soit humaine, qu'elle soit pro-humaine, mais puisqu'il est très probable que si Dieu existe, il ressemble à Kafka, le destin ne nous fait pas toujours plaisir. Voilà, c'est une très très belle conclusion.